Monsieur le Président, bonjour, chers maîtres, aimable assistance, bonjour, salam alaikum, bismillah ar-Rahim. Je remercie encore une fois le comité d'organisation de m'avoir invité et associé à cette belle journée. Donc j'ai 30 minutes, je vais essayer de faire court pour vous faire gagner quelques petites minutes. J'ai donc 25 minutes pour vous convaincre de revenir donc aux fondamentaux, aux préalables. Et je vais donc aborder toute la longue chaîne de l'hygiène de l'asepsie au cabinet dentaire. La journée mondiale cette année de la santé en Algérie s'inscrit sous un nom, donc le bon usage des antibiotiques et le moindre usage surtout des antibiotiques. Tout ceci ne fait que interpeller les professionnels de la santé quant à la gravité aujourd'hui. Nous n'avons quasiment plus d'antibiotiques pour gérer un certain nombre d'infections hospitalières. Ces malades, vous les brassez aussi dans vos cabinets dentaires. Donc il est aujourd'hui très important d'être complètement regardant sur ce que nous faisons au niveau donc, de cette chaîne de l'asepsie. Je demanderai juste à la régie de baisser la luminosité, s'il vous plaît. Alors avant d'aller dans le cœur du sujet, vous verrez, c'est beaucoup de films, beaucoup d'images. On va peut-être remonter à 5000, 6000 ans en arrière. Je vais vous faire voyager un petit peu dans le temps pour vous dire que l'hygiène est aussi vieille, que l'histoire de l'hygiène est plus vieille ou aussi vieille que l'histoire de l'humanité. Rappelez-vous donc que ces embaumeurs égyptiens qui avaient la magie des huiles pour lutter contre la putréfaction, on était déjà donc dans, j'allais dire, dans la fabrication d'antiseptiques et de choses qui pouvaient plus tard être assimilées à des antiseptiques. Toutes les civilisations ont marqué l'histoire de l'hygiène en passant par la civilisation égyptienne, la Mésopotamie ou la civilisation irakienne jusqu'à la civilisation gréco-romaine. Rappelez-vous, ces concepts de l'hygiène corporelle, cette notion de l'hygiène corporelle, c'est Hammam qui était très développé avec une notion de marche en avant dans la qualité des eaux, dans le ruissellement. Tout était extraordinaire et tout était basé, sans oublier évidemment que dans notre religion, qui est l'islam, 14 siècles, à travers le prophète Mahomet, que nous cultivons cette notion de l'hygiène au plus profond de nous-mêmes. Nous garderons en mémoire cette belle phrase, primum non nocere, du docteur Hippocrate, que vous connaissez très très bien. Évidemment, je zappe la partie 1 des ères ou l'ère médiévale pour revenir sur cette période qui est aussi une période glorieuse de notre histoire. Razi, avant de construire un hôpital à son époque, entreposait des morceaux de viande aux 4 coins de la ville. Et le morceau de viande qui est putrifié le moins vite, c'était là où il construisait l'hôpital et l'architecture de l'hôpital. Ça voulait dire aussi que l'aérobiocontamination plus tard était correcte et que la qualité de l'air était correcte. Je passe sur la période médiévale pour tomber directement dans l'histoire de Ignace Philippe Semmelweis pour dire le père fondateur du lavage des mains. Rappelez-vous, ce médecin gynécologue et accoucheur de la clinique de Vienne qui, à l'époque, le taux de mortalité par fièvre puerpérale dépassait les 20,6 à l'époque, et il a eu l'idée et le génie de faire passer les étudiants qui faisaient des autopsies dans un espèce de sas où ils plongeaient leurs mains jusqu'au coude dans une solution de chlorure de chaux, et on a vu la courbe baisser d'une façon extraordinaire jusqu'à tomber à 1 point quelque chose de mortalité. Ça lui a valu beaucoup de jalousie par ses pairs. Il s'est fait virer d'ailleurs de cet hôpital. Ironie du sort, il est mort d'un sepsis, donc il s'est fait piquer par un instrument chirurgical pour mourir d'infection, appelée aujourd'hui infection associée aux soins. Évidemment, l'ère de Pasteur a marqué les mémoires et l'histoire. C'est lui qui a déposé ou qui a quasiment inscrit, j'allais dire, l'infiniment petit, ou qui a découvert l'infiniment petit à travers tous ces concepts et toutes ces recherches. Donc aujourd'hui, nous luttons dans nos structures de santé et dans nos cabinets dentaires contre ce que nous appelons les agents microbiens conventionnels, bactéries, fungiques, virus, et les agents transmissibles non conventionnels que nous appellerons plus tard prions. Donc effectivement, ils nous font peur, ces germes, ces BLSE, ces BMR, parce qu'aujourd'hui, nous avons
de gros problèmes pour les gérer. Est-ce que c'est réellement les microbes qui sont devenus très très forts ou est-ce que c'est les comportements des individus, des prescripteurs que nous sommes et des usagers de l'hôpital aussi? Parce qu'en Algérie, vous savez très bien qu'on peut faire de l'autoprescription et chacun peut acheter ce qu'il veut là où il veut. Il est important de revenir donc à l'étude de ces comportements et de revoir toute cette panoplie. Je dirais, avant d'entamer l'aspect technique, éthique, déontologique de votre métier, que l'hygiène, c'est d'abord l'hygiène du comportement. Il faudrait que chacun de nous flash son disque dur, ses habitudes, et revoie sa façon de travailler au cabinet dentaire, à l'hôpital, sa façon de prescrire et sa façon de faire un tas de choses. Une des pièces angulaires de l'asepsie au cabinet dentaire reste l'énigme ou le point d'interrogation que j'appellerai chez nous l'assistante dentaire. Chacun sait que nous n'avons pas réellement d'école d'assistante dentaire ou d'école de formation pour assistante dentaire. C'est un métier extraordinaire et tout passe par cette personne au niveau du cabinet dentaire. Aujourd'hui en Algérie, c'est des faisant fonction d'assistante dentaire, sans qualification évidemment, et c'est là le gros travail qui va nous attendre et sur lequel nous devons impérativement avancer. Chacun de nous doit s'impliquer. Il ne s'agit plus d'acquérir des autoclaves ou des concepts d'hygiène et de stérilisation. Il faut réellement vous impliquer dans ce métier pour former votre assistante dentaire et faire avancer, entre guillemets, l'hygiène, la matériovigilance, la gestion des dispositifs médicaux réutilisables dans votre cabinet dentaire. Il est clair aujourd'hui que sur le plan des responsabilités, le code de déontologie est clair, net et précis à travers ces articles. Le chirurgien dentiste aujourd'hui doit entretenir et perfectionner ses connaissances et doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour participer à ces actions de formation continue. Et cette journée s'inscrit dans le cadre de la formation continue et je m'en réjouis. Le chirurgien dentiste doit veiller à la stérilisation et à la décontamination des DM qu'il utilise. C'est très important. C'est un passage obligé. Alors aujourd'hui, je sais que personne de vous n'acceptera de travailler dans un cabinet dentaire de cette qualité. C'est le début du siècle dernier, oui, c'est comme ça qu'on faisait de la chirurgie dentaire. Aujourd'hui, l'art dentaire s'inscrit dans quelque chose qui s'appelle la certification. Certains cabinets, c'est un cabinet qui se trouve à Lausanne, est complètement certifié. Nous sommes avec des flux laminaires et on est sur des alliages en chorion. Pas d'adhérence, pas de bactéries qui adhèrent, pas de biofilm bactérien. C'est de la haute voltige, évidemment. Et vous voyez que les codes couleurs sont là. Ce qu'il faut changer est en orange. Ça nous interpelle. Ce sont des images que nous devons impérativement garder en mémoire et dans notre disque dur. Le contrôle de l'infection en chirurgie dentaire est connu pour être difficile, moi je dirais très difficile, à cause du caractère même et de votre métier. C'est d'abord un travail ou c'est un métier très ambulatoire où le malade a la liberté de venir chez vous s'il n'est pas satisfait, de partir ailleurs. On ne peut pas contrôler ces infections dites associées aux soins. Très peu d'hygiénistes s'intéressent aux infections associées aux soins aux dentaires. Nous n'arrivons pas encore à avoir des données, et même à l'échelle internationale, il y a très peu de publications randomisées, correctes, où nous allons dire que telle infection est transmise par le cabinet dentaire ou non. Ce contact étroit de 5-10 cm de la bouche du malade, ces aérosols que vous avalez du matin jusqu'au soir, sont extrêmement importants sur le plan de la vigilance, de la gestion des risques et des vigilances au cabinet dentaire. Vous allez voir, il y a beaucoup de publications. Effectivement, vous travaillez en contact étroit aussi avec ce liquide biologique qui est le sang et qui est extraordinaire parce que chez nous, c'est un gros problème. Vous allez voir pourquoi. Évidemment, s'il y a un matériel extrêmement compliqué, difficile à entretenir, à désinfecter, à stériliser, c'est le matériel dentaire. Donc, tout l'arsenal de l'hôpital, c'est le dentiste. Aujourd'hui, dans le monde entier, on zoome sur le matériel dynamique et on est très regardant à travers les audits. Toutes les interventions chirurgicales comportent un risque qui est parfaitement codifié dans l'index ou l'indice NIS et la classification d'Altemeyer, la durée de l'intervention, tout est connu, évidemment, et le patient, le score ASA du patient, est-il malade ou non, est-il porteur de telle ou telle pathologie?
Je l'ai dit, donc il y a beaucoup de difficultés à mobiliser les hygiénistes pour travailler sur le matériel dentaire et sur les infections qui sont transmises. Évidemment, aujourd'hui, avec ce que nous avons vu avec notre confrère, la chirurgie implantaire et toutes ces nouvelles technologies nous arrivent. Nous devons impérativement travailler en amont et aller plutôt vers la rigueur, l'asepsie. Ce qui, aujourd'hui, nous menace, ce sont ces pathogènes viraux qui ont défié la chronique dans certaines wilayas de l'Est. Rappelez-vous, une enquête nationale a fait valoir un certain nombre de résultats qui nous ont donné froid dans le dos par rapport à la transmission essentiellement de l'hépatite C et peut-être aussi d'autres pathogènes que nous ne connaissons pas encore. Je dirais en un mot, le concept de l'hygiène au cabinet dentaire est mal compris, mal connu, mal évalué chez nous. Le cabinet dentaire, c'est un peu l'arbre que vous voyez ici, et cet arbre ne peut vivre que si les racines sont bonnes. Ces racines, elles s'appelleront, s'il vous plaît, stockage, équipement, ergonomie, nettoyage, désinfection, qualité de l'eau des unités dentaires. Tout ceci est très important, évidemment, et l'hygiène du personnel, les qualifications du personnel sont importantes pour que vous puissiez avoir un arbre et un cabinet dentaire en normes internationales et que ces branchioles s'appelleront analyse des dangers, déterminer les points critiques, qu'est-ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Et lutter et fixer les limites critiques, établir les actions de surveillance. On est complètement dans la démarche qualité PDCA, Planning, Doing, Checking, Action. On est vraiment dans la qualité aujourd'hui. Le cabinet dentaire est quelque chose d'extraordinaire. Je reviens au traitement des DM, s'il vous plaît. Évidemment, il faut toujours faire allusion au contexte réglementaire dans notre pays, que j'adore, qui n'arrive pas encore à décoller. Il n'y a rien dans les textes de loi qui vous dit comment prendre en charge votre turbine. Vous faites comme bon vous semble. Vous voyez qu'il y a une pauvreté extrême et aujourd'hui, il y a un énorme message que nous lançons à la tutelle pour codifier le traitement des dispositifs médicaux réutilisables dans le dentaire. Ça sera beaucoup moins cher que d'acheter des tonnes d'interférents. Au niveau international, je ne vais pas m'attarder, je vais juste vous dire que la quasi-totalité des normes aujourd'hui sont classées ISO. Le siège de l'ISO se trouve à Genève. D'autres aussi sont classées dans le Comité européen de normalisation, dont le siège se trouve à Helsinki. Tout est codifié, on ne jure que par le marquage CE, la matériovigilance, le vieillissement des instruments, le suivi de tout. Et on est vraiment dans des décrets et des lois de plus en plus rigoureuses, parce qu'en Europe, il y a un aspect médico-légal que nous ignorons chez nous, qui est très important et qui est très développé. Évidemment, tout se trouve dans ce pavé, l'ISO, la 11139, vous trouverez tout ce que vous chercherez concernant le dentaire. En deux mots, le soin dentaire aujourd'hui est un concept universel qui est codifié par le CDC d'Atlanta et l'Organisation mondiale de la santé. Vous n'avez pas le droit d'éliminer ce patient sidéen. Si vous ne le prenez pas en charge, il va aller disséminer ces virus un peu partout. Nous sommes obligés d'avoir une prise en charge particulière pour ce type de patients immunodéprimés. C'est la rigueur, c'est comme ça que ça fonctionne, d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Je vais vous dire comment. D'accroître l'efficience de la prise en charge et enfin de valoriser, de mieux utiliser les ressources humaines qui existent. Dieu merci. Dans la cascade de la maîtrise des risques, vous allez voir ce qualiticien anglais a quasiment tout compris. Quand ça ne fonctionne pas sur le plan institutionnel, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Quand ça ne fonctionne pas sur le plan organisationnel, quand l'hygiène hospitalière n'est pas budgétisée, on va dans un mur. Quand les conditions de travail sont mauvaises, quand les tâches ne sont pas parfaitement définies, quand les équipes ne sont pas qualifiées, formées, quand le soignant n'est pas qualifié aussi à faire un certain nombre de gestes, évidemment, quand on ne connaît pas le profil du patient, on va directement vers l'incident. Les accidents aujourd'hui peuvent être minimes, c'est rien du tout, ça ne produit rien, mais parfois c'est quasiment des accidents mortels, cette vieille grand-mère, et ça va être un coma pour ce monsieur. Donc l'hôpital, le cabinet dentaire, le risque zéro n'existe pas. Nous devons être vigilants devant tout. Tous les patients pour nous sont hépatite C, hépatite B, VIH positif. Nous devons prendre les mêmes consignes, les mêmes mesures partout
pour la simple et bonne raison. Vous voyez toutes ces surfaces et tous ces aérosols en contact les unes et les autres, les méthodes de travail. Il y a une charte du bloc opératoire, c'est un bloc opératoire, la chirurgie dentaire. La charte doit être codifiée, comprise et appliquée. La gestion des fluides, la gestion de tout, du personnel, doit être quelque chose d'irremplaçable. C'est vite arrivé un accident. Ça peut être ce que nous appelons les contaminations croisées ou directes. Ça peut être d'un patient à un patient directement. Ça peut être par le biais d'un matériel qui, chez nous, n'est jamais autoclavé, stérilisé, pris en charge correctement, quand vous allez le voir dans un film. Ça peut être par du personnel qui ne se lave pas les mains, qui ne fait pas un certain nombre de choses que nous appelons les bonnes pratiques d'hygiène au cabinet dentaire. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, faire de la chirurgie, c'est bien, mais il faut prendre un certain nombre d'exigences et de précautions. Conditions générales d'hygiène et d'asepsie, lavage chirurgical, et je dirais même friction chirurgicale aujourd'hui, parce qu'on a mis la barre très haut avec les solutions hydroalcooliques. Port de gants stériles, casaques, masques, usage unique, c'est pas cher l'usage unique. La qualité n'a pas de prix quand on fait de la chirurgie. L'instrumentation chirurgicale, l'eau, la qualité de l'eau stérile, tout est important. La désinfection du site opératoire et de la cavité buccale, l'isolement du site opératoire, la désinfection de la salle d'intervention, la préparation avant l'acte et gestuelle au cours de l'acte, tout ceci doit être important. Une règle simple que vous pouvez appliquer partout au niveau de vos cabinets dentaires. Réfléchissez 5M. La règle des 5M, c'est le matériel qui doit être conforme à des normes. C'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est vous, c'est votre assistante dentaire, c'est nous, c'est toutes les personnes qui peuvent vous apporter une assistance. Le profil du patient, évidemment, les méthodes de travail et tous les référentiels pour la gestion des DM et toutes les méthodologies que vous connaissez pour faire de la haute voltige. Évidemment, le milieu qui doit répondre à des normes. Je vais aborder en photo rapidement. Vous verrez, ça ne sera pas difficile, ça sera digeste pour vous. Alors, l'homme de la rue se pose des questions. Vous êtes ici, l'homme de la rue dit, qu'est-ce qui pourrait infecter mon malade? À l'hôpital, où le dentiste ou l'omnipraticien va dire, recherchez et analysez les dangers. Comment garder ces dangers sous contrôle? Je vais choisir des mesures de maîtrise. Les mesures essentielles sont-elles bien d'application? Surveiller les points critiques. Est-ce efficace? Il faut évaluer les performances, vos performances à vous et la performance des équipes qui gèrent le dispositif médical et ou font l'aide au niveau de vos unités dentaires. Alors ça, il faut rompre avec ces pratiques. Le lavage des mains est un des piliers. Le CDC d'Atlanta et la journée du 5 mai a été placée comme la journée mondiale du lavage des mains. Partout, nous sommes encore défaillants dans le lavage des mains, la qualité des savons, la qualité des unités dentaires, la qualité des essuie-mains qui sont quasiment des niches à microbes. Ça doit cesser. Évidemment, la tenue doit impérativement changer. La tenue de travail arrive au coude. Ce sont des normes internationales. Nous ne pouvons pas les changer. Ce n'est pas comme ça qu'on fera de la haute voltige. Le lavage des mains aujourd'hui doit intégrer une démarche qualité. Il faut aller vers le no-touch. On ne touche pas un dispositif quand on se lave les mains. Il faut aller vers les nouvelles recommandations de la SFHH et de l'ADF. Usage d'un savon simple, qui n'irrite pas les mains, plus une solution hydroalcoolique avec un séchage, avec un tissu ou un papier à usage unique non stérile. Les sécheurs à l'air ne sont pas admis dans les cabinets dentaires et on en trouve beaucoup dans les audits. Aujourd'hui, les solutions hydroalcooliques sont une opportunité. Voilà une image de ce que l'humain peut porter en termes de germes. C'est des centaines de millions. Voilà ce qui reste après une solution, après une friction hydroalcoolique. C'est des choses complètement démystifiées aujourd'hui. Ça existe depuis plus de 20 ans aux USA. Ce n'est que 10-15 ans que c'est arrivé en France et dans certains pays d'Europe. Chez nous, on est au balbutiement de la friction hydroalcoolique. Il faut promouvoir la friction hydroalcoolique. Il faut savoir que c'est une méthode standardisée, référencée avec des normes codifiées et parfaitement claires. On peut vérifier aujourd'hui, grâce à une petite boîte avec une lampe UV, est-ce que la friction a bien marché ou non? C'est ça l'évaluation des pratiques professionnelles. Alors, le règlement 4 de cette petite Bible vous dit
Il est fortement recommandé d'effectuer une friction des mains avec un produit hydroalcoolique en remplacement du lavage des mains. C'est un mot fort. Il y a quelques années, on ne pouvait pas dire ça. Aujourd'hui, on vous dit frictionnez-vous les mains, c'est largement suffisant. Mais à condition que les mains soient complètement propres, en absence de souillure visible et nette. Le port des bijoux est complètement proscrit. Ce sont des codifications et des normes internationales. On voit au niveau du cabinet dentaire un arsenal de bagues au niveau de vos doigts. Voilà ce qui pousse. Et même une alliance est interdite aujourd'hui quand on fait de la chirurgie. Une montre, voilà un beau champignon qui peut aller infecter votre malade. Un mot sur l'environnement de votre cabinet dentaire. Alors, toutes les zones en rouge, s'il vous plaît, ce sont des zones à risque ou à risque moyen, et les zones vertes, ce sont des risques mineurs. Vous devinez que le risque, il est au niveau du cabinet dentaire, évidemment, et du laboratoire ou de ce qu'on appelle la salle de désinfection ou de décontamination des DM. Ce sont les zones les plus hautement sales. Le reste, les toilettes, c'est en vert, l'accueil, c'est en vert, la salle d'attente, le bureau du docteur est en vert aussi. Donc, gérer le risque, ce n'est pas ici, dans ce bazar. Là, on ne se retrouve pas. La gestion d'une salle d'asepsie doit ressembler à cette image avec un concept logique de la marche en avant, l'instrument qui sort du cabinet dentaire, qui arrive ici, qui va suivre la chaîne de l'asepsie jusqu'à son autoclavage et à le ranger dans l'arsenal stérile ou à le réutiliser. Imaginez-le à petite échelle dans votre cabinet dentaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça. Évidemment, voilà des images de cabinets dentaires réalisées un peu partout et c'est comme ça que nous concevons aujourd'hui la gestion des risques au cabinet dentaire. N'oubliez pas d'être un petit peu imaginatif, de mettre des couleurs quasiment au niveau de vos paillasses. Le rouge, c'est la zone sale. La zone propre, par exemple, sera en jaune. Ce sont des manœuvres pour éviter le croisement et éviter de salir ce qui est propre, ce qui a été lavé. Le biofilm bactérien constitue aujourd'hui la hantise des hygiénistes. Une paillasse peut vous sembler propre, mais microbiologiquement, quand on fait des prélèvements, on retrouve toutes sortes de bactéries et toutes sortes de virus. Il faut donc traiter les surfaces. Le traitement des surfaces, il y a une fréquence de traitement. Les bureaux, les entrées, les salles d'attente et les couloirs, rappelez-vous, ce sont les zones vertes. Il faudra les faire, nettoyage domestique, quotidiennement, ou bien en cas de contamination apparente, avec un détergent désinfectant X. La salle, les unités dentaires, c'est du rouge, on est dans le risque, il y a du sang, il y a des postillons partout, il y a des aérosols partout. Nettoyage et désinfection, c'est le mot, c'est pas du nettoyage ménage domicile. Entre chaque patient, s'il vous plaît, en cas de contamination apparente, c'est très important, avec une solution prête à l'emploi, détergente et désinfectante aux normes internationales. Les normes, on en reparlera dans les débats. Sol et mobilier dans les zones à risque, même chose, quotidiennement, entre chaque soin et, s'il vous plaît, avec des solutions aux normes. Les surfaces sales, c'est très simple. Voilà donc, nettoyage mécanique, on pulvérise, on nettoie, on désinfecte. Même chose de l'autre côté, vous avez des solutions aujourd'hui et le risque est complètement clair. Alors, des gestes à proscrire. Les bavettes sont obligatoires. Le travail est très important parce que le risque est optimal. Ici, et je remercie le professeur Draji, je lui ai emprunté ces photos. Là, vous voyez qu'on sait faire, voilà, une bavette, un masque bucco-pharyngé, des lunettes de protection sous forme de masque, et on sait faire quand on veut. Donc, il faut de la volonté parfois. N'attendez pas d'avoir du denticé pour vous protéger et protéger le patient, s'il vous plaît. Et puis, revenir aux fondamentaux. Le b.a.-ba du cabinet dentaire et de l'hygiène au cabinet dentaire passe par ces 8 photos. Le lavage des mains jusqu'à la gestion des dasseries, j'en parlerai pas, les déchets d'activité de soins est un gros problème qui est posé. 3 ministères aujourd'hui, on est incapable de gérer les dasseries au cabinet dentaire et Dieu seul sait où vont les amalgames dentaires, où rejetons-nous nos déchets septiques. Et là, c'est un gros débat qui doit faire l'objet certainement dans les jours à venir. Alors, ne lisez pas, écoutez-moi. S'il y a bien quelque chose d'extrêmement difficile à traiter au cabinet dentaire, et que j'appellerai ici le tendon d'Achille de la chaîne, c'est le matériel dynamique. Il est extrêmement compliqué.
extrêmement compliqué à prendre en charge. Aujourd'hui, je ne conçois pas la prise en charge d'un tel DM si vous n'avez pas des ultrasons pour le traiter. C'est impossible. Et nous savons tous que ce matériel chez nous tourne à la vitesse de la lumière chaque jour que Dieu fait dans nos cabinets dentaires et dans les pôles dentaires avec un risque optimal pour les étudiants, pour les patients. Le premier engagement de la direction, s'il y a des directeurs ici de structures de soins, c'est votre responsabilité, je vous le dis, il faut fournir ça. Ce sont les préalables. Si on veut faire de la stérilisation et de la qualité, il faut avoir tout ce matériel. Il faut avoir des petits bacs de trempage, des bacs à ultrasons, des sécheurs, un autoclave conforme à des normes, à la 13060, je dirais ce que c'est. Il faut avoir de l'huile de coude pour travailler, il faut avoir des protocoles affichés, il faut sceller le matériel pour qu'il reste à l'abri de la contamination et qu'il reste stérile, je vais dire pourquoi. Et évidemment, le ranger dans un arsenal stérile pour garder. Ce matériel est quasiment obligatoire dans tous les points et dans tous les pôles dentaires. La formation continue est quelque chose d'extrêmement important. Nous devons consacrer tout notre temps à la formation continue. Sans formation, sans évaluation, sans bonne pratique, nous n'avancerons nulle part. Il faut évaluer, il faut faire des enquêtes, et c'est comme ça que nous allons avancer. J'arrive presque à la fin. Le protocole se résume ici, s'il vous plaît. Le traitement du DM qui sort du cabinet dentaire va être trempé dans un bac de pré-trempage avec une solution X désinfectante et détergente aux normes internationales qui respecte la matériovigilance de l'instrument, qui ne va pas le corroder, qui ne va pas le piquer. Ensuite, je le nettoie manuellement et ou avec un bac à ultrasons si c'est du matériel compliqué, si c'est un Davier, on sait faire. Ensuite, on emballe. Voilà, on conditionne, on charge l'autoclave et on retire notre charge qui est complètement stérile. Il faut savoir qu'en Europe, et particulièrement en France, vous avez ici un guide de prévention lié aux désinfections associées aux soins au cabinet dentaire qui est téléchargeable, qui est très complet et qui vous donne l'essentiel de ce que vous devez retenir. Je ne rentre pas dans les détails. Un mot sur la stérilisation, ne lisez pas. Il faut savoir qu'il y a plein de normes qui codifient la fonction stérilisation, qui est une fonction hautement technique. Il faut savoir qu'il y a des normes. Un autoclave qui ne répond pas à la norme 13060 ne peut être qualifié de B. 1. Ensuite, pour qu'il soit B, il faut qu'il passe sur le fameux test ELIX. Vous allez le voir. Le test ELIX, c'est un dispositif médical le plus compliqué avec un petit film de 1,50 m autour et la vapeur doit passer à l'intérieur de ce tube pour aller dégrader une tubulure, une bandelette réactive à l'intérieur. Toutes ces normes sont quasiment obligatoires. Une norme va vous intéresser, c'est la 556, c'est la norme de stérilisation, n'est considérée comme stérile qu'un objet parfaitement nettoyé, parfaitement séché s'il vous plaît, parfaitement emballé, dans un emballage unique. Donc une boîte de Davier de 12, vous retirez le conteneur, vous ouvrez, la stérilisation est rompue. Le premier dispositif médical est stérile, les autres ne le sont plus, évidemment, et on ne peut pas savoir à quel degré sont-ils contaminés. Je passe sur ces définitions ISO qui sont internationales, qui sont complètement codifiées. Retenez cette slide, s'il vous plaît, pour comprendre la stérilisation. Le nettoyage vous procure 2 logs ou 1 log de réduction de la charge microbienne. La désinfection, s'il vous plaît, réduit la charge microbienne portée par l'instrument de 99 jusqu'à 99,39 après la virgule. On parle de 5 logs. Ici, on est à 4 logs. Ici, on est à 3 logs. La stérilisation d'un dispositif médical, c'est la probabilité de survie d'une souche de Bacillus stérothermophilus. C'est donc une probabilité sur 1 million. On est à 6 logs. Ici, vous êtes dans la sécurité optimale. Et c'est codifié dans la norme 556, donc il faut vous méfier des produits, entre guillemets, qui tuent à 99% les microbes. Ça ne veut rien dire 99, vous êtes là, à 99, là. Un mot sur le règlement REACH, parce que le règlement REACH aujourd'hui est un règlement qui est en train de nous tourner la tête un peu partout dans le monde. Il faut savoir aujourd'hui que la quasi-totalité de certaines substances dites CMR, je vais arriver à la fin,
CMR signifie cancérigène, mutagène, reprotoxique, sont classées dans un petit vidal et complètement interdites pour les fabricants, les gens qui fabriquent des biocides. Il faut télécharger ce règlement et afficher cette liste. Il faut savoir qu'on est très en retard. Nous, l'Algérie n'a pas ratifié ce règlement REACH, évidemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, no data, no market. Pas de données, pas de dossiers scientifiques, pas de marché pour le produit. En 2 mots, voilà le dispositif médical, le pré-traitement, la norme. Vous le plongez ici et vous avancez. Le lavage peut être mécanique, chimique ou thermique. Et les instruments sont d'une complexité grandissante aujourd'hui. Instruments dynamiques, instruments pneumatiques, turbines, avec des complications encore plus extrêmes. Vous allez voir des images que je vais faire passer très rapidement pour comprendre où va se nicher le virus de l'hépatite C pour contaminer le voisin ou le patient d'après. Les contre-angles posent une problématique extraordinaire et les hygiénistes sont aujourd'hui réellement avec des mains, je dirais, il faut aller décortiquer toute cette machine, enlever tout ça. Voilà le nombre de pièces que vous pouvez ôter. Il faudra les lubrifier, s'il vous plaît, avant de les remonter. Il faut savoir que l'usure de ces machines est extrême parce que ça tourne parfois à 200 000 tours minute dans la bouche d'un patient. Donc ce n'est pas facile de faire de la chirurgie dentaire aujourd'hui, connaissant toutes les exigences que vous voulez au niveau de l'unité dentaire pour aller travailler sur des matériaux de plus en plus complexes, de plus en plus résistants et qui... Voilà ce qui arrive quand on n'est pas regardant sur la qualité. Voilà donc un vieillissement prématuré. C'est des pièces qui sont plongées dans de l'hypochlorite de sodium, de l'eau de Javel. Voilà le biofilm bactérien. Voilà ce qui va vous pourrir la vie. Et évidemment, là, on est complètement dans des images graves et ce sont des images d'audit qui sont extrêmement difficiles à voir. Voilà des images de biofilm bactérien retirées sur des turbines ou des contre-angles. Voilà donc la technique des ultrasons, comment on peut aller enlever cette souillure. Il faut faire vibrer à 33 000 fois par seconde cette souillure. Évidemment, c'est complètement reproductible sur les instruments. Voilà une image, s'il vous plaît, sur des matériaux que nous avons pris dans des cabinets dentaires. Voilà ce qui sort quand on met des ultrasons. Vous allez voir des images comme ça qui vous feront dresser les cheveux sur la tête. Et évidemment, ce sont des souillures qui sont là peut-être depuis quelques années. J'arrive à la fin. Tout ce matériel doit être nettoyé, parfaitement nettoyé et surtout lubrifié avant de conclure. Méfiez-vous des instruments propres macroscopiquement. Ces photos que vous voyez ici sont en train de bouger, mais en réalité, elles ne bougent pas. Et cette lumière n'est pas aveuglante. C'est le fond de la slide que vous voyez ici. Il faut se méfier. Il faut aller vers les points critiques. Voilà une fraise dentaire. Et voilà une fraise dentaire, la même, qui est stérile et qui a été parfaitement nettoyée, voire utilisée normalement. Ce matériel doit faire l'objet d'un protocole extraordinaire. Voilà aujourd'hui un équipement qui est disponible sur le marché international et qui remplit toutes les normes, à savoir pour le traitement du matériel dentaire rotatif. J'arrive à la fin, on emballe, on sèche et on conditionne avec une selleuse aux normes internationales. Et il faut savoir qu'un autoclave, c'est extrêmement compliqué. Il faut garder en revue tous ces petits films que vous avez ici. Et voilà comment ça se passe dans la réalité, le séchage, le plateau de stérilisation. Et je vous fais grâce de ce film qui reproduit en réalité la stérilisation complète d'un dispositif médical. J'avance. Il faut libérer la charge, voir s'il n'y a pas d'humidité résiduelle, si l'emballage n'est pas perforé et garder en mémoire tout ceci. Nous arrivons à la fin, la batterie va lâcher et je vais conclure très rapidement. Nous allons vers la conclusion. On libère. Vous rejetez cette charge parce qu'elle est mouillée et elle n'est pas stérile. Gardez les paramètres en mémoire et dans une carte puce ou dans un outil électronique. Voilà le test hélique. Je répondrai aux questions un peu plus tard. Il faut le charger avant de lancer votre stérilisation. Gardez votre matériel stérile à l'abri de la contamination et appliquer la technique qu'on appelle du FIFO, First In, First Out, premier matériel sorti. Je passe rapidement sur le système d'aspiration. Il faut ne jamais oublier les systèmes d'aspiration de vos unités dentaires. Il ne faut surtout pas oublier les fameuses empreintes qui ne sont jamais nettoyées chez nous. Il faut impérativement les prendre en charge selon un protocole codifié, clair, net et précis. La conclusion va arriver. Donc la gestion aujourd'hui